Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un petit complément sur le bulletin de paye. Donc nous sommes dans le chapitre 6 qui s'inscrit dans la question de gestion. Alors avant de parler de rémunération, il faut qu'on s'intéresse à la durée légale de travail. Vous le savez, la durée légale de travail, elle est de 35 heures par semaine. Sauf que la rémunération et la fiche de paye, elles sont reçues mensuellement. Donc il va falloir qu'on travaille non pas sur une durée hebdomadaire par semaine, c'est-à-dire, mais sur une durée mensuelle. Et là, petit problème. Si vous regardez le mois de septembre, vous voyez que si on considère que les jours travaillés sont du lundi au vendredi, c'est ce qu'on appelle les jours ouvrés, on peut compter sur le mois de septembre 20 jours de travail. Si on s'intéresse maintenant au mois d'octobre et qu'on fait attention, on a un peu plus de 20 jours de travail. On a nos 4 semaines pleines, plus les 3 jours de fin de mois, le lundi, mardi, mercredi, du 29 au 31 octobre. Donc ça nous fait 23 jours. Donc si on calcule notre rémunération de cette manière-là, et en considérant le nombre de jours travaillés et le nombre d'heures par semaine, le salarié va percevoir une rémunération qui sera différente tous les mois. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que le salarié ait un repère, on veut que le salarié puisse percevoir la même rémunération tous les mois, ou en tout cas le même salaire. Donc pour ce faire, on va faire un calcul de la rémunération en considérant un équivalent mensuel. Je m'explique. Le salarié travaille 35 heures par semaine, 35 heures hebdomadaires. Il travaille 52 semaines par an, donc ce calcul sert à lisser le nombre d'heures travaillées pour le mois, et donc on va diviser par 12 mois. Ce calcul va nous servir à avoir un nombre d'heures mensuelles identique tous les mois et sur toute l'année. Et donc si on fait ce calcul, on voit que le salarié est considéré travailler tous les mois 151h67. Et c'est cette durée-là qu'on va prendre en compte pour le calcul du salaire, à laquelle on appliquera un taux horaire. Vous avez le taux horaire minimum légal, vous le connaissez, je suis en train de parler du SMIC, qui est à 9,88 € de l'heure, ça vous le savez. Mais c'est le minimum légal. Dans le contrat, peut très bien être signé entre l'employeur et le salarié un taux horaire de 10, 15, 20 selon son statut et voire même plus. Au-delà du salaire de base, c'est-à-dire des 35 heures, le salarié peut effectuer des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires, elles sont payées plus cher. Et ce sont quoi? Les heures qui sont au-delà de notre durée légale, c'est-à-dire les 35 heures par semaine. Donc toute heure qui dépasse les 35 heures par semaine sera payée plus cher que les heures dites normales qui s'inscrivent dans les 35 heures. Comment c'est calculé? Les 8 premières heures, c'est-à-dire je travaille 35 heures par semaine, je dépasse ces 35 heures, les 8 premières qui dépassent les 35 heures, c'est-à-dire de la 36e à la 43e, sont majorées de 25%. Ça veut dire qu'elles seront payées 25% de plus que mes heures dites normales. Et pour les suivantes, c'est-à-dire au-delà, enfin à partir de la 44e, elles seront majorées à 50%, c'est-à-dire qu'elles seront payées la moitié en plus. Ensuite, il faut faire le récapitulatif par mois. Je vous rappelle que la rémunération est perçue mensuellement. Donc à la fin du mois, pour établir notre bulletin de paye, on comptera le nombre de semaines, le nombre d'heures effectuées à 25% et le nombre d'heures effectuées à 50%. Prenons un exemple. Nous sommes en semaine 1, si vous regardez bien un tableau, le salarié en question a fait 39 heures. Ça lui fait 4 heures supplémentaires. Pour la semaine 2, 40 heures, soit 5 heures, et ainsi de suite, 10 heures et 11 heures supplémentaires, pour un total de 30 heures supplémentaires. Dans ces heures supplémentaires, certaines sont payées à 25% en plus, certaines sont majorées à 50%. En semaine 1, 4 heures, donc tout à 25. La semaine 2, c'est pareil. Par contre, en semaine 3,
vous voyez qu'on dépasse les 8 heures, donc les 8 premières à 25 et les suivantes à 50, soit 2. Pour la semaine 3, c'est pareil, les 8 premières heures payées à 25% et le reste, soit 3 à 50%. Et si on fait le total de manière mensuelle, on obtient donc 25 heures supplémentaires majorées à 25%, donc rémunérées 25% en plus, et 5 heures à 50%. Donc finalement, ces heures qui sont majorées, on les a comptées, il faut savoir comment les payer. Je vous l'ai dit, elles sont majorées selon un taux. Si on prend un exemple, mettons que nos heures normales sont payées 10 € de l'heure, celles qui s'inscrivent dans nos 35 heures. Nos heures supplémentaires à 25% seront payées donc 10 €, l'heure normale, plus une majoration de 25%, soit 10 € fois 25 sur 100 en plus, soit 10 € plus 2,50, et donc nos heures supplémentaires à 25% sont payées 12,50 €. Même calcul pour les heures à 50%, mais cette fois-ci on va raccourcir le calcul pour gagner du temps. Une majoration de 50%, c'est pareil que multiplié par 1,5. On aurait pu exactement faire la même chose avec les heures à 25%, on aurait multiplié par 1,25. Donc nos heures à 50%, elles sont payées à l'heure 15 €. Donc si on fait notre récapitulatif, on avait 25 heures supplémentaires rémunérées à 25%, donc combien elles vont nous rapporter? 25 heures à 25%, payé 12,50 €, soit 312,50 €. Même calcul pour les heures à 50%, et on obtient 75 € de rémunération pour nos heures rémunérées à 50%. La rémunération brute, si on fait un récapitulatif, elle comprend donc le salaire, nos 151,67 € à 10 € dans l'exemple, les heures supplémentaires rémunérées à 25% en plus, et les heures majorées à 50%. La rémunération brute, elle peut aussi inclure, c'est pas systématique, mais elle peut inclure des primes. Des primes d'ancienneté, ça fait longtemps que je suis dans mon entreprise, des primes de salissure, j'exerce un métier qui a des conditions au niveau de la propreté qui sont compliquées, le tri des ordures, les éboueurs, etc. etc. On m'a fixé des objectifs, je les réalise, donc j'ai une prime pour ça. On va prendre un exemple, 100 € par mois. La rémunération peut aussi inclure les avantages en nature. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans le cadre de mon travail, on me fournit un véhicule de fonction. On me fournit un téléphone de fonction, un logement de fonction, etc. On va prendre un exemple, 50 €. Donc finalement, ma rémunération brute, elle comprend tous ces éléments et j'en fais la somme pour calculer cette rémunération. Donc ici, 2054,20 €. Mais c'est pas ce que le salarié perçoit, c'est pas ce qu'il reçoit sur son compte en banque. Parce que, entre-temps, il y a les cotisations sociales. Les cotisations sociales, elles sont calculées sur la base de la rémunération brute. Et elles donnent droit à des prestations sociales. On va y revenir. Donc en fait, calculer sur la base des rémunérations brutes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prend le salaire brut, on applique un pourcentage qui correspond à nos cotisations sociales pour calculer le montant et on les enlève ensuite pour avoir ce qui nous reste. Deux catégories de cotisations sociales, les cotisations salariales et les patronales. Donc, comme leur nom l'indique, les cotisations salariales sont payées par le salarié, tandis que les cotisations patronales, elles, sont payées par l'entreprise. Donc si vous reprenez votre polycopie de cours, vous voyez le tableau qui récapitule les différentes cotisations sociales. Vous l'avez dans votre poly. Plusieurs types de cotisations sociales. Les cotisations assurance maladie, qui permettent d'assurer un salaire aux salariés qui doivent arrêter de travailler pour soit un congé maternité, soit une maladie, soit une invalidité, ou même un décès, et dans ce cas-là, ça bénéficiera à la famille. Les cotisations vieillesse, qui ne sont rien d'autre que la retraite, donc elles permettent d'assurer un salaire aux salariés qui quittent leur travail pour prendre leur retraite.
Les cotisations accident du travail qui permettent d'assurer le salarié si jamais il est victime d'un accident du travail. Les allocations familiales qui sont un complément de revenus pour les familles avec 2 enfants ou plus et selon des critères de revenus. C'est typiquement le mécanisme de la redistribution que vous voyez en économie. L'assurance chômage, qui permet aux salariés ayant perdu leur emploi d'avoir un salaire, pendant un certain temps bien sûr. Et vous voyez que ces cotisations sociales, elles s'appliquent sur la rémunération brute. Et sur une base, c'est ce qui est marqué, de 100% pour les cotisations sociales. Et vous voyez dans ce tableau que on calcule d'une part les cotisations salariales et d'autre part les cotisations patronales. Si on s'intéresse aux cotisations assurance maladie, vous voyez que l'assurance maladie, des cotisations salariales sont prévues, 0,75% de la rémunération brute, et aussi des cotisations patronales, 13,10%. Mais ce n'est pas le cas tout le temps. Si on prend les cotisations accident du travail, il n'y a que l'entreprise qui cotise. Maintenant, je vous ai parlé des cotisations salariales. Il faut aussi qu'on s'intéresse aux contributions sociales. Ce sont la CSG et la CRDS. La CSG, c'est quoi? Contribution sociale généralisée. Qu'est-ce que c'est? C'est une taxe pour le fonctionnement de la sécurité sociale. Elle permet de financer le fonctionnement de la sécurité sociale. Elle ne donne droit à rien. C'est pour ça qu'on ne l'appelle pas cotisation, mais contribution. C'est la même logique pour la CRDS. CRDS, contribution pour le remboursement de la dette sociale. Parce que vous savez qu'après la guerre, on a dû refinancer le pays et l'État s'est endetté et une partie de la dette correspond aux prestations fournies par les concitoyens. Enfin, aux concitoyens, pardon. La dette sociale actuelle, c'est ce qu'on appelle en langage familier le trou de la Sécu. Elle s'élève à plus de 100 millions d'euros. Donc finalement, pour résumer, on a tous les éléments de la rémunération brute auxquels on va enlever les cotisations salariales. Attention, on enlève uniquement les cotisations salariales, puisque je vous rappelle que les cotisations patronales, ce sont les entreprises qui les payent. Donc à la rémunération brute du salarié, pour savoir ce qui lui reste, on va enlever les cotisations salariales uniquement, et bien sûr les contributions. Et finalement, après avoir fait ça, on aura la rémunération nette, c'est-à-dire ce qui lui reste à la fin pour lui. Voilà, ce petit cours sur le bulletin de paye est fini. On appliquera ça en classe. Je vous remercie.